Ok, donc je vais essayer quelque chose d'un peu nouveau pour moi qui est de faire une vidéo en parallèle des textes que j'écris sur la notion d'empowerment et sur la manière dont ça s'inscrit dans, je pense, la société actuelle. Plusieurs personnes m'avaient demandé, m'avaient invité à faire des vidéos comme ça, euh, pour être parfois un peu moins théorique et pouvoir expliquer les choses plus simplement. Et je me dis pourquoi pas, ça peut avoir son intérêt. Je me rends bien compte que ça peut être un peu casse-gueule comme démarche de faire une vidéo et de la poster comme ça sur les nets. Donc on verra bien. Si c'est trop naze et ridicule, je supprimerai la vidéo et je le ferai plus. Et si ça a un quelconque intérêt, peut-être que je peux le refaire comme ça de temps à autre sur des chapitres ou des parties du texte qui peuvent bien se prêter à une vidéo. Et je pense que la partie ici peut être intéressante, peut avoir un intérêt, euh, parce que justement j'essaie d'expliquer avec une image simple, une métaphore unique, les différents mouvements qui émergent et pourquoi ils émergent en même temps. Euh, pour commencer, on pourrait dire que la société actuelle, donc la société qu'on a connue jusqu'ici depuis pas mal de temps, donc est la société de la modernité, la société avec un État qui est un État assez fort, c'est l'État rationnel, c'est ce qu'on appelle le modèle culturel industriel en sociologie, alors ça a été théorisé par plein de sociologues. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, il y a les références dans le texte si vous voulez, mais bon, en gros c'est l'état de Weber, l'état de Durkheim, en philosophie c'est l'état de Hegel, etc. Donc c'est un état auquel on délègue tout un ensemble de choses et qui intervient dans tout un ensemble de dimensions de notre vie quotidienne. Okay, c'est l'état bureaucratique du coup aussi, en économie c'est le capitalisme d'État, c'est l'industrie, c'est la grande distribution, etc. C'est un modèle qu'on a connu pendant longtemps et qui est en crise actuellement. Okay, alors, tous ceux qui ont écrit sur la crise de la modernité, etc., disent plus ou moins la même chose avec des manières de théoriser ça différemment, mais en gros, le constat est plus ou moins là. Tout le monde serait d'accord là-dessus. On pourrait imaginer cette société en crise comme une espèce de gros bateau, de gros navire. Alors on était dedans avant, pour le meilleur et pour le pire, tout le monde était dedans. On avait un peu délégué le choix du cap, donc de la direction, etc., aux membres d'équipage, aux capitaines, aux commandants, à ses lieutenants, etc. Et tout le monde était dedans, ce qui apportait une certaine sécurité en même temps. Mais bon, on n'avait pas de réelle emprise sur la direction, comment ça se passait dans le bateau, etc. Bon. Donc, cette société est en crise, on pourrait imaginer que ce bateau coule. Pourquoi? D'où vient cette crise? Pourquoi est-ce que le bateau coule? Dans un certain sens, ça me préoccupe moins que d'expliquer ce qui se passe du coup. Euh, Peut-être que c'est si on prend l'exemple donc de ce bateau, de ce navire, peut-être que c'est des changements climatiques. Le bateau fait face à une tempête, à des courants marins, etc. Peut-être que c'est plus dû à des problèmes internes. Le fait que les gens qui sont embarqués dans le bateau n'y croient plus, n'ont plus envie de participer, n'ont plus envie d'avancer, ils ont envie de prendre leur propre direction, ils n'ont plus aucune confiance dans ceux qui sont aux commandes, donc ceux qui sont à la barre en haut, etc. C'est peut-être ça aussi, plus probablement c'est un peu les deux. Le bateau fait face à une espèce de tempête et plus personne n'a confiance dans ceux qui dirigent le bateau dans cette tempête. Quoi. Voilà. Bon, jusque-là, je pense que je dis absolument rien d'original, il y en a plein d'autres, philosophes, intellectuels en tout genre, etc., qui pourraient faire le même constat et qui prennent même d'ailleurs cette image du bateau qui coule. Là où je pense le fait d'aborder la question en termes d'empowerment peut être intéressante, c'est pour expliquer ce qui se passe du coup. Okay, je pense qu'il y a il y a un groupe, on va dire, donc le bateau coule, il y a un groupe qui peut-être ils ont vu venir le truc, je sais pas, un groupe qui a décidé de se prendre en main, ok, de dire ok bon, ce bateau coule, nous on veut plus suivre ce bateau-là, on crée notre propre petite embarcation. Okay, chacun crée son petit truc, son petit radeau, son petit bateau, etc. Et part tout seul, en pleine mer, ou en groupe. Ces gens-là, peut-être qu'ils partagent un petit bateau, etc. Peut-être qu'ils l'ont construit ensemble, peut-être que c'est à partir euh, d'imprimantes 3D qu'ils ont construit leur petit bateau à partir de plans en open source. Ok, vous voyez où je veux en venir, vous voyez qui sont ces gens-là, ceux qui ont créé tous ces auto-entrepreneurs, etc., qui ont créé leur petit truc et qui se lancent.
Ok, alors c'est pas évident, c'est pas facile. Ils se retrouvent tout seuls en pleine mer, ils perdent totalement la sécurité d'être dans le gros bateau, mais ils se disent au moins, bon voilà, au moins je décide où je vais. Ok, et au moins si le bateau coule, bah, j'ai mon truc qui, moi, continue à avancer. Je sais pas si je vais pas couler aussi, mais bon, au moins c'est moi qui décide et c'est moi qui peux gérer mon truc. On pourrait même imaginer que ces petits bateaux, en fait, sont un peu mieux conçus pour faire face à la tempête. Donc, ils sont plus petits, plus maniables, peut-être même que ces bateaux sont conçus pour utiliser la tempête, utiliser le vent, les vagues, etc. pour avancer. On pourrait prendre l'image de ces petits bateaux comme de planches à voile, de kitesurf, de planches de surf, etc. qui du coup, non seulement ne subissent pas les vagues et le vent, mais utilisent les vagues et le vent pour avancer. Ok. Euh, c'est du coup aussi tous ceux qui sont dans le renouvelable, etc. Ceux qui disent voilà, bon, le gros bateau là-bas, peut-être qu'il coule parce qu'il ne sait plus avancer, parce qu'il a plus de fuel, et eux ils disent mais nous on construit nos petits bateaux qui marchent autrement, de manière renouvelable, etc. Et nous ça nous permet de continuer à avancer, quoi. Donc voilà, ça c'est un groupe, ils sont sur leur petit bateau, tout seuls ou à plusieurs, ils partagent ça, leurs petits bateaux sont peut-être interconnectés entre eux, etc. Et peut-être qu'ils se retournent et qu'ils se disent bon, on a du mal ici en pleine mer tout seul, mais au moins on n'est pas sur ce gros bateau qui coule là, etc. Ok. Bon, ça c'est le premier groupe. Il y a un deuxième groupe. Alors, eux n'ont pas pu, n'ont pas voulu, n'ont pas su, je ne sais pas pourquoi, mais n'ont pas développé leur petit bateau, créé leur petit truc, etc. Donc eux se retrouvent plouf en pleine mer. Et donc ils risquent de se noyer. Ok. Du coup, ce groupe-là se raccroche à ce qui passe, comme une espèce de dernière bouée de sauvetage. Okay. Quelque chose qui flotte, n'importe quoi, peut-être que c'est des vestiges du bateau qui a coulé, qui flotte encore, et ils s'y raccrochent. Ils se raccrochent comme à leur dernière chance, comme vraiment la dernière bouée de sauvetage. Et est-ce qu'ils ont raison de faire ça? Fuck yeah, évidemment ils ont raison de faire ça, personne n'a envie de mourir noyé, quoi. Donc eux ils se raccrochent à ça. Ok. Dans mon image, ces bouées de sauvetage, ces choses-là qui flottent et qui permettent de continuer à survivre et à ne pas mourir, donc à continuer à exister, c'est ces mouvements nationalistes qui se développent, c'est l'extrême droite, c'est l'antisémitisme, c'est aussi du coup le salafisme, les mouvements fondamentalistes religieux, etc. Et qui sont vraiment des mouvements auxquels on se raccroche pour continuer à exister. Et c'est ça que disent ces mouvements. Ils disent, si vous voulez continuer à être allemand, okay, votre identité allemande ou votre identité française, etc., est menacée, si vous voulez continuer à être allemand, à être français, à être belge, à être tout ce qu'on veut, rejoignez-nous, accrochez-vous à nous. Okay, nous, on va vous défendre, on va défendre votre identité de français, d'allemand, etc. Et de l'autre côté, si on veut, les mouvements islamistes, et c'est le cas de Daesh, quand on lit leur magazine, par exemple, c'est très très clair, ils disent si vous voulez continuer à être musulman, rejoignez-nous. La seule manière d'être musulman, c'est nous. En Europe, en Occident, etc., on ne vous laissera jamais être de vrais musulmans, parce que vous allez toujours devoir vous soumettre à quelqu'un d'autre, etc., à un État et tout. Et donc, si vous voulez être un vrai musulman, okay, c'est nous, rejoignez-nous. Okay. Vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas exister en tant que musulman sans nous. Okay, c'est ce que dit Daesh. Et donc on se retrouve avec toutes ces bouées de sauvetage qui sont totalement en conflit, évidemment. D'un côté les mouvements intégristes religieux, de l'autre côté l'extrême droite. En France, il y en a plein, en Europe, il y en a plein, et plein de ces mouvements, ces espèces de mouvements de rue. Et c'est assez typique de la société actuelle, une société de l'empowerment, que ce soit des mouvements qui émergent de la rue, vraiment. Alors, on a PEGIDA en Allemagne, c'est l'acronyme de Patriotes européens contre l'islamisation de l'Europe. Alors on en a plein d'autres, hein. On a Groupe Union Défense en France, on a Non Changement de Peuple et de Civilisation, on a Blood et l'Honneur, on a Riposte Laïque, on a Égalité et Réconciliation, Bloc Identitaire, en Allemagne il y a le NPD, il y a Civitas en Belgique et en France. Il y a des mouvements régionalistes aussi, parce que il y a des mouvements nationalistes, mais aussi la même chose, on se raccroche à son identité régionale en Bretagne par exemple. Il y a en Pologne, en Norvège, en Angleterre, il y a la Ligue de défense, donc c'est English Defense League, Polish Defense League en Pologne, European Defense League en Norvège, etc. Donc c'est tous des groupes auxquels des gens se raccrochent pour défendre leur identité, parce que sinon ils n'existeront plus. Okay. Euh, alors
c'est assez typique des mouvements fascistes en fait. Huntington, donc, qui était un des membres fondateurs du Parti communiste anglais, dans les années 30, en 39, il disait, il a écrit un petit pamphlet en 39, il disait: le fascisme, je vous lis, le fascisme prospère sur la perte d'espoir et de confiance des masses. Elle ne lui demande pas de trouver une solution à leurs problèmes, mais de se remettre complètement à leur leader. Ok, c'est vraiment ça. On est là, raccrochez-vous à nous, et on va se défendre. Comme à une dernière bourrée, quoi. Donc, je pense que on peut comprendre, évidemment, je ne suis pas pour du tout, hein, c'est un peu comme Spinoza qui disait ne pas rire, ne pas pleurer, comprendre. Je pense que, vu la situation actuelle, on comprend que ces gens, certaines personnes se raccrochent à ça, quoi. Et puis il y a un troisième groupe aussi. On peut aussi comprendre ce troisième groupe, on peut comprendre les trois groupes, je pense. Le troisième groupe, eux, ils sont un peu au milieu. Alors, ils n'ont pas su ou pas voulu se raccrocher à une de ces bouées-là. Ils n'ont pas pu, pas voulu aussi, je ne sais pas, créer leur petite entreprise, donc c'est-à-dire leur petite embarcation et leur activité, et essayer de s'en sortir tout seul. Ils sont un peu entre les deux, quoi. Peut-être ils ont essayé un peu de créer leur entreprise, leur truc, leur petite embarcation, et elle a coulé, donc ils reviennent en arrière. Peut-être ils essaient du coup de rejoindre les bouées, mais ouais, en tout cas ils sont au milieu, et eux ils risquent de s'épuiser complètement à essayer de survivre, de garder la tête hors de l'eau là. Et donc ils risquent de lâcher prise complètement et de s'abandonner, de se laisser aller et de se noyer. C'est tout ce groupe qui risque d'être touché par les burn-out, qui est quelque chose qui augmente en flèche, l'abandon dans des médicaments, l'abandon dans l'alcool, l'abandon aussi dans les troubles alimentaires, l'abandon dans la nourriture, qui est quelque chose d'extrêmement social aussi. On a tendance à psychologiser les problèmes d'obésité et de surpoids, ou à se focaliser juste sur le domaine métabolique, donc sur ce qui se passe au niveau hormonal, etc. C'est quelque chose que j'utilise moi aussi dans le cadre de mes activités. Mais en même temps, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement social, tout comme le burn-out, tout comme le suicide aussi. Alors, les sociologues savent que le suicide est quelque chose de très social parce qu'une des œuvres fondatrices de la sociologie était le suicide, écrit par Émile Durkheim, qui était une analyse sociale, sociologique, quoi, du suicide. Je pense qu'il faudrait faire tout à fait la même chose pour les phénomènes d'obésité et de surpoids. Énormément de témoignages de gens qui ont été très très loin dans l'obésité jusqu'à ne plus savoir bouger et qui disent: à un moment j'ai abandonné, je lâche prise et c'est mon corps qui mange, c'est plus moi. Je me vois dans la glace mais c'est pas moi, je mange mais c'est pas moi, etc. Il y a un moment finalement d'hyper-délégation qui est un phénomène d'abandon. J'abandonne, je lâche prise, quoi, qui est l'inverse de l'empowerment évidemment. Et donc on a ce groupe là au milieu, qui essaie de survivre. Et donc, je pense qu'on peut visualiser la scène comme ça, d'un gros bateau qui est la société qu'on appelle la société de la modernité, du modèle culturel, industriel, etc., qui coule. Et on a un groupe pardon, qui s'est créé son truc, et qui mène sa barque. Bon gré mal gré dans cette tempête-là. Leur barque est plus ou moins conçue pour ça, elle est toute récente, et donc c'est toutes ces initiatives qui sont généralement vues de manière positive. C'est l'autoproduction, l'auto-entrepreneuriat, l'autoproduction d'énergie renouvelable, le partage des biens. C'est cette économie du partage. Okay. On a de l'autre côté ceux qui se sont raccrochés à quelque chose pour pas couler, et qui s'y raccrochent comme à leur dernière chance, leur dernière manière d'exister, leur dernier moyen d'exister. Et donc c'est ces mouvements nationalistes, de repli communautaire, antisémites, anti-islamistes, etc. Et les mouvements fondamentalistes religieux aussi, qui sont présents à ce niveau-là. Et puis après on a au milieu ceux qui essaient de simplement, qui nagent pour garder la tête hors de l'eau, et qui risquent à tout moment de lâcher prise complètement et de couler. Ok. Donc, je répète, je pense que le fait d'aborder la situation actuelle par cette opposition entre une société où on déléguait, ce qu'on pourrait appeler la société de la délégation, peut-être qu'il faut trouver un meilleur terme ou quoi, mais cette société-là, et les mouvements d'empowerment, le fait d'aborder la situation avec cette opposition-là, permet, je pense, de voir comment ça se fait que des mouvements, des phénomènes qui peuvent paraître complètement contradictoires, c'est-à-dire à la fois l'émergence de l'économie du partage,
l'émergence ou le retour de certains mouvements nationalistes, fondamentalistes, etc., et le burn-out, comment ces trois phénomènes augmentent finalement en même temps. Ok, je pense qu'ils sont liés à une situation qui est tout à fait, c'est la même situation, quoi. Donc c'est compréhensible que ces trois choses-là augmentent en même temps. Alors, ça permet aussi du coup, une fois qu'on a la métaphore du bateau qui coule, etc., ça permet de réfléchir à certaines choses qui sont présentes aussi, par exemple, à l'opposition gauche-droite, qui est, je pense, quelque chose étant typique, cette opposition de la modernité, donc de la société étatique, etc., de la société de la délégation. Euh, je pense que on peut comprendre que ça coule, cette opposition coule d'elle-même avec le navire. On pourrait imaginer, alors ça va être un peu caricatural, mais c'est juste pour un peu comprendre le truc, on pourrait imaginer la droite dans ce bateau qui est aux commandes en haut. Okay, alors elle est tout en haut, tour de contrôle, au chaud, okay, et alors eux, ils naviguent. D'accord. Dans le meilleur ou dans le pire, je ne sais pas si on doit dire que c'est le meilleur ou le pire des cas, mais il y a une partie de la droite, je pense, qui ne se rend compte de rien. Alors eux, ils avancent tranquille, le bateau est en train de couler, eux, ils avancent tranquille à la barre, quoi. Ça, c'est un cas. On a une autre partie de la droite qui se rend compte, je pense, que le bateau est en train de couler. Mais eux disent à ceux qui sont en bas, aux ouvriers, aux machinistes, etc., au peuple, ils disent les gars, il va falloir turbiner un peu plus, bosser, bosser, ou ramer, ramer, si on imagine un bateau à rame. Euh, et on va continuer à avancer, on va s'en sortir de cette tempête-là, les gars allez-y, colmatez les brèches, c'est tout, on bosse, euh, allez-y à fond, ok. Et quitte à ce qu'on ait perdu déjà ceux qui sont dans la partie la plus basse du bateau, en fond de cale, là, qu'on soit déjà mort noyé. Voilà, du moment que ceux du dessus bossent à fond pour essayer de continuer à faire avancer le bateau et arriver quelque part, bah eux, voilà, ils sont là, ils encouragent les gens à faire ça. Bon. La gauche, elle, euh, donc je pense qu'elle est plus tout à fait en bas. Les représentants de gauche, en tout cas, sont déjà sur le pont, plus ou moins. Et, euh, et eux, ce qu'ils vont faire, c'est exhorter le peuple, les ouvriers, les machinistes en bas, à prendre les commandes du bateau, ok, à prendre la barre. Ils sont là, hey, les gars, allez-y, arrêtez de travailler, etc. On monte et on prend la barre, on va décider nous-mêmes de l'orientation, etc. Et, et c'est pas mal en fait. C'est l'empowerment, c'est la population qui reprend sa destinée en main en reprenant la barre du navire, quoi. Sauf que c'est un bateau qui coule. Et donc ils sont en train d'exhorter le peuple à reprendre les commandes d'un navire qui coule. Et le peuple en bas, les mecs qui sont en bas, en fond là, qui sont dans les machines, etc., eux, ils savent, ils ont de l'eau jusqu'au couilles et tout, ils disent vous êtes sûrs les gars, vous êtes sûrs, on va vraiment reprendre les... Parce que ça coule, hein, en fait, hein, on est mal barre là. Et le mec dit non, non, allez-y, arrêtez de travailler, on va reprendre la barre du bateau, etc. Le peuple, ces mecs qui sont en fond là, ils savent, ils sont pas dupes, quoi. Et, euh, et voilà, et donc du coup, reprendre les commandes d'un bateau qui coule, c'est un peu comme défendre l'emploi dans des industries qui ferment. Ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. C'est à très très court terme que ça peut être une bonne solution. Voilà un peu pour droite et gauche. Droite et gauche n'a de sens que dans ce navire. À partir du moment où on se retrouve en pleine mer, ça a plus beaucoup de sens, quoi. Et puis la métaphore, je pense qu'elle permet aussi de comprendre pourquoi selon les pays, par exemple, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, on pourrait dire que chaque pays est une espèce de bateau qui fait face. Tous ces bateaux font face plus ou moins à la même tempête, et puis chaque bateau gère un peu ça différemment. Et donc la confiance qu'il va y avoir entre ceux qui sont dans le bateau et ceux qui sont aux commandes va varier d'un bateau à l'autre, etc. Donc chaque bateau est un peu embarqué différemment, ça permet de comprendre ça. Euh, L'ensemble des bateaux représente un bateau aussi. L'Europe, c'est aussi un bateau en soi. Et puis les différents secteurs d'activité sont des bateaux. L'école, le travail, la religion institutionnalisée, etc. sont des espèces de bateaux qui ils font partie de la même flotte, on va dire, et ils sont embarqués dans le même truc et ils sont tous plus ou moins en train de couler avec les mêmes mécanismes qui se passent à l'intérieur, quoi, je pense. Et, euh, et voilà. Ça permet par contre aussi, je pense, cette image-là, de garder une espèce de légère lueur d'espoir, que je risque de mitiger un petit peu après, enfin de nuancer après, mais
là où il y a un peu d'espoir, c'est que ces bouées de sauvetage, donc qui représentent ces mouvements d'extrême droite, etc., euh, c'est pas du coup le premier choix des gens, c'est plutôt leur seul choix, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ils s'y raccrochent parce qu'il n'y a rien d'autre, parce que sinon ils coulent, et donc ils peuvent continuer à exister grâce à ça. Après, il n'y a rien d'autre. Donc ça veut dire que c'est pas nécessairement une adhésion forte euh, à ces choses-là. Et c'est quelque chose qu'on retrouve généralement dans l'histoire, c'est que les mouvements fascistes, nazis, etc., c'est pas nécessairement... euh, il y a des études qui montrent, par exemple, que dans l'Allemagne des années 30, à partir du moment où le parti nazi a commencé à gagner des voix, la plupart des gens n'étaient pas spécialement hitlériens. Ok. Mais bah, voilà, ils votaient pour ça parce qu'il n'y avait rien d'autre, quoi. Parce que bah, pour eux, il y avait, bien sûr qu'il y avait d'autres partis, mais pour eux, c'était le seul parti qui pouvait encore les défendre, etc. Euh, on- Même chose, si on s'occupe un peu, si on va revoir dans l'histoire de l'Allemagne des années 30, on se rend compte que, bon, ce qu'il y a à un moment, le parti nazi, effectivement, a commencé à gagner des voix, etc., à gagner les élections. Avant ça, ce qui a euh, vraiment explosé, c'est les espèces de gangs de rue, de milices, pratiquement d'extrême droite ou d'extrême gauche, qui racolaient fortement auprès des jeunes désocialisés, donc des jeunes qui étaient un peu désemparés, qui n'avaient plus d'avenir, qui traînaient en rue, etc. Et ces milices-là ont énormément racolé ces jeunes-là, et puis c'est les milices d'extrême droite qui ont plutôt gagné. Euh, Par rapport à celle d'extrême gauche. Et ça, je pense que ça peut être assez similaire à ce qu'on voit actuellement. Euh, C'était. Voilà, donc on sait que ça mitige un peu la lueur d'espoir que je disais. Donc c'est bien, dans un sens, de se dire que ces mouvements d'extrême droite, fondamentalistes, etc., n'augmentent pas parce qu'il y a une vraie adhésion et opinion parmi un ensemble de choix possibles. Elles augmentent parce qu'il y a l'impression qu'il n'y a plus d'autres choix possibles. Euh, je serais d'ailleurs vraiment intéressé d'avoir les statistiques de des parcours des jeunes qui ont rejoint l'État islamique en Syrie. Euh, je, je pense qu'on peut faire l'hypothèse que c'est des jeunes qui ne voyaient pas d'autres possibilités. C'est des jeunes qui n'ont pas dû choisir entre, alors si on reprend l'analogie, entre le fait de mener sa petite barque, bon gré mal gré, etc., de développer ses propres activités, etc., et donc il n'a pas choisi entre ça et partir en Syrie. C'était gens, il n'y avait rien, ici c'était couler ou partir en Syrie. Je pense que c'est la même chose avec beaucoup de mouvements d'extrême droite qui ont de plus en plus de succès actuellement. On voit hein, sur YouTube ces manifestations anti-islamiques, etc., un peu partout. Je pense que il y a peu de jeunes qui ont choisi entre être dentiste ou hooligan néo-nazi anti-islamique, etc. Je pense que il y en a peut-être, hein, mais je pense que c'est assez rare et que c'est plutôt la désocialisation, le chômage, l'inemploi, le fait de ne pas savoir quoi faire de sa vie et rejoindre ces mouvements-là. Je pense que c'est assez plus présent. Alors si on reste un peu avec, et je terminerai là-dessus, sur le lien avec l'Allemagne des années 30, euh, je pense que la Seconde Guerre mondiale était surtout une guerre impérialiste en fait. Euh, Hyper impérialiste et qui était un espèce de dernier sursaut de crise des États impérialistes, de crise de l'impérialisme. Euh, Ici, on est dans une crise de la délégation. Est-ce que ça va déboucher, j'espère que non, sur une espèce d'hyper-délégation, c'est-à-dire une espèce de période trouble où les mouvements auxquels on s'abandonne complètement à des leaders d'extrême droite, salafistes, etc. Est-ce que on va connaître ça comme une espèce de dernier coup de bâton avant d'arriver à une société qui sera vraiment une société euh, libérée de la délégation et où les gens vont se reprendre en main vraiment eux-mêmes pour faire des choses positives, etc. Ce qui serait euh, la société de l'empowerment. Je sais pas, j'espère que non, évidemment. Euh, mais on verra quoi. Ok. Donc, voilà pour cette première vidéo. Ce sera avec le texte
Ce sera avec un texte qui explique beaucoup plus et qui donne des définitions aussi, parce que cette métaphore visait à ça, c'était arriver à une définition assez claire de ce que j'appelle empowerment, délégation, etc. Tous les autres textes sont sur mon site aussi, tout ce que j'ai déjà écrit. Je continuerai à publier au fur et à mesure tout ce que je vais écrire sur tout ça. Il y a encore beaucoup de matière. Euh, Merci à toutes et à tous pour tous les retours hyper positifs que j'ai par rapport à ce que j'écris. C'est vraiment encourageant et c'est pour ça que je continue. Par rapport à la vidéo, dites-moi si c'est vraiment. Si ça fait de moi la risée du net cette vidéo, je la supprime et je ne fais plus, c'est pas grave. Si par contre c'est intéressant et que vous avez appris des choses et que vous aimez cette manière-là de communiquer, bah, je peux continuer à faire d'autres vidéos. Voilà, merci.